Vous avez déjà fait une petite intervention ce matin en réaction. Voilà. Homéopathique. Vous avez la parole. Ben, merci de me donner cette parole. Je vais essayer d'être relativement court parce que le temps se déroule et j'ai vraiment l'impression que je vais répéter des choses qui se sont dites ce matin et puis certaines autres cet après-midi, mais il y a un algorithme en intelligence artificielle et dans les réseaux de neurones, il s'appelle l'apprentissage par renforcement. Et donc, je vais essayer de renforcer modestement quelques points. Donc, il faut que j'arrive à ce que cette machine veuille bien changer de slide. OK. Hop. Petit problème technique. Donc, bon, je vais avancer. Ah, celle-ci. Ah, cool. Désolé, hein. Comme quoi. Hein, donc, moi, je vais articuler ma présentation sur une idée relativement simple, qui est que notre principale priorité aujourd'hui, ça devrait être la formation et l'éducation. Puisque l'intelligence artificielle est un lieu où il y a énormément de choses qui sont dites et dans un contexte historiquement très anxiogène. Et ce qu'on voit actuellement apparaître dans la presse est encore plus anxiogène, je pense, pour le grand public. Et la majorité de l'information qu'a le grand public, aujourd'hui, il passe par les blockbusters américains. Et donc, il y a une vision de l'intelligence artificielle qui est complètement déformée. Étant praticien de l'IA moi-même, je peux vous dire que la réalité dans les laboratoires est beaucoup plus laborieuse, si je peux me permettre de dire ça. Et donc, je vais essayer de remettre en quelque sorte une certaine mesure dans ces débats. Déjà, quand on parle de l'IA, hein, ça fait partie de l'informatique, donc c'est un grand domaine, c'est une petite partie de l'informatique. Et ce qu'on a utilisé aujourd'hui comme terme d'IA, c'est en fait le deep learning, qui est une part qui sont les progrès récents assez spectaculaires, et qui font partie du machine learning, qui fait partie de l'IA, qui fait partie... Et donc, c'est en fait un petit peu le sommet de l'iceberg hein, qui cache le reste qui est extrêmement important. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé ces dernières années? Pourquoi, depuis 2013, on a cet engouement et ce nouvel été torride autour de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement du deep learning, qui est, encore une fois, une spécificité... de ce domaine. Eh bien, c'est que à partir juste avant 2013, on savait évidemment, on connaissait les algorithmes, on savait faire des applications avec les réseaux de neurones, mais les résultats n'étaient pas bons. En gros, on était proche de 50-60% de résultats, par exemple, pour reconnaître un chat, si je prends l'exemple de la star d'Internet aujourd'hui, et donc ça ne marche pas. On ne peut pas construire des applications dans lesquelles une chance sur deux, ça marche, quoi. C'est pas possible. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Eh bien, il y a eu trois choses qui sont passées sur cette partie des algorithmes. De façon un petit peu par hasard, on a trouvé qu'on initialisait des réseaux avec beaucoup de couches, d'où cet acronyme, enfin cette manière de parler de réseau profond, parce qu'il y a beaucoup de couches de neurones. Et donc, on a trouvé un petit peu par hasard, quand je dis on, c'est une équipe de chercheurs au Canada, hein, comment initialiser correctement et on arrivait beaucoup mieux à réaliser ça. Ensuite, il y a un deuxième effet, on l'a rappelé, Henri l'a rappelé, c'est la compréhension, l'accès aux données. C'est pour ça que les GAFA aujourd'hui ont un avantage extrêmement important et qu'il valait mieux avoir beaucoup de données que peu de données et qu'effectivement, on l'a rappelé tout à l'heure, hein, les algorithmes même pas très bons, s'ils ont les données correctes et l'ensemble et beaucoup de données, eh bien, ils sont bien meilleurs même que les meilleurs algorithmes par ailleurs qui auraient des données moins intéressantes. Et le troisième aspect, c'est la capacité de calcul. Hein. On s'est aperçu que les cartes graphiques étaient particulièrement adaptées pour ce type de calcul. Et donc, ayant beaucoup de données et étant capable d'apprendre sur des réseaux profonds, on sait aujourd'hui faire des systèmes qui ont des taux de réussite voisins de 100%, on pourrait dire. Alors, qu'est-ce que ça change réellement? Eh bien, c'est qu'auparavant, pour aborder des problèmes complexes et pour les automatiser, eh bien, il fallait construire des modèles. Et plus le système est complexe, plus on a de difficultés, plus c'est coûteux.
Aujourd'hui, on n'a plus besoin de concevoir ces modèles. Si on a les données, on peut les faire apprendre à la machine. Et évidemment, c'est ça qui change énormément les choses. En particulier dans un certain nombre de domaines. Donc là, j'en ai choisi 4, mais il y en a beaucoup d'autres qui nous impactent à relativement court terme. La voiture autonome, tout ce qui va être commerce et relations clients avec les assistants personnels, évidemment la santé, Laurent Alexandre en a parlé, et la robotique d'une manière générale. Je voudrais revenir aussi et préciser un petit peu, parce que la distinction, même si elle est un peu historique entre IA forte et IA faible, elle est un petit peu légère. Donc, moi, je définis plutôt 6 niveaux. L'intelligence pour des tas spécifiques, elle est sous-humaine, et la grande majorité aujourd'hui des systèmes qu'on conçoit, même avec du deep learning, reste sous-humaine. Même la reconnaissance de la parole, aujourd'hui, elle est sous-humaine par rapport à un humain, même si ça fait des grands progrès ces dernières années. Un deuxième niveau équivalent à un humain, un troisième niveau supérieur à la plupart des intelligences humaines. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près à ce stade. AlphaGo, on est à ce stade-là aujourd'hui. Ensuite, on entre dans ce qui pourrait être des utopies supérieures à toute intelligence humaine pour des tâches spécifiques. Alors, le mot tâche spécifique est important. Enfin, supérieur à l'intelligence humaine pour une majorité de tâches. Donc c'est l'intelligence qu'on pourrait appeler forte, générale. Ça, c'est pas demain la veille. Et à mon avis, il va se passer encore quelques centaines d'années avant d'y arriver. Le problème, c'est un problème de complexité. Quand on passe d'une tâche spécifique à être meilleur que l'homme sur tout un ensemble de tâches. Et puis, la dystopie ou l'utopie, ça dépend dans quel camp on se place, eh bien, de la singularité, c'est-à-dire l'intelligence artificielle ultime, là, qui résoudrait tous nos problèmes sur Terre. Donc ça, pour moi, c'est never. Un danger pour l'emploi, moi, je pense qu'au contraire, et plusieurs intervenants l'ont dit ce matin et l'ont dit, répété cet après-midi, rien n'est moins sûr. Il y a même si ce ne sont que des corrélations, il n'y a pas de lien de causalité direct aujourd'hui qu'on peut établir. Les pays les plus robotisés ont les taux de chômage les plus bas. Encore une fois, les études se contredisent parfois. Et ce qui est certain, c'est que la réflexion emploi perdu, emploi créé, elle est un petit peu brutale, c'est un peu binaire. Mais ce qui est clair, c'est que ça modifie en profondeur un nombre croissant de métiers. Alors, j'ai rajouté cette petite phrase juste avant d'envoyer mes slides il y a quelques temps. La solution n'est pas une nouvelle taxe, parce que j'ai encore entendu des choses sur ce sujet, et je voulais dire que c'est certainement pas en mettant un boulet au pied de nos entreprises et de nos startups qu'on va améliorer notre compétitivité sur l'IA. J'espère ne pas être d'accord avec Laurent Alexandre quand il dit qu'on a déjà perdu. J'ai encore un espoir. Moi, je suis un optimiste, donc on va essayer. Et que l'IA, là où je ne suis pas d'accord, c'est que l'IA est un atout français. C'est vrai que Yann Lequin, il est parti chez Facebook, mais la recherche française est vraiment de tout premier plan. Il y a des entreprises dynamiques et je pense que c'est important de travailler à encourager ça et de toutes nos forces possibles parce qu'il y a des vrais enjeux. Mais pour y arriver, il y a un déficit, et pour moi, d'information, déjà au grand public. Je fais presque une conférence par semaine pour essayer d'évangéliser et de rassurer le grand public, qui est très anxiogène, où les informations sont anxiogènes, leur expliquer exactement de quoi il en retourne. Et donc là, c'est une tâche très importante d'apporter des informations et de démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle. Un effort à produire dans les formations. Je suis surpris qu'aujourd'hui, même les formations d'éducation supérieure ont très peu je dirais même d'initiation aux enjeux de l'intelligence artificielle. Donc, ça me semble, il y a quelques écoles qui le font, mais encore très peu. Je ne parle pas des universités. Et malheureusement, il y a encore beaucoup trop d'applications de l'IA dans l'enseignement. Donc on pourrait dire que c'est pour moi une priorité, je pense, d'appliquer ces nouvelles technologies dans ce secteur, pour justement améliorer les choses. Donc je ne paraphraserai pas Michel Serres, je pense qu'on est dans une complexification extrêmement importante de la société et donc on aura besoin de toutes les intelligences pour, ça a été dit aussi ce matin, pour essayer d'améliorer et de travailler sur les grands défis. Moi je milite beaucoup pour vraiment faire comprendre que l'IA doit augmenter notre intelligence et pas la remplacer. Ce vieux démon qui date des Grecs, avec cette visée où on devait annihiler le travail et passer notre temps
dans les loisirs. Le travail, c'est quelque chose de très structurant aussi. Donc, en tout cas, il faut être capable de choisir. J'aime bien cette métaphore de la troisième hémisphère, hein, l'IA étant la troisième hémisphère de notre cerveau biologique. Et encore une fois, elle est indispensable pour la résolution des défis qui dépassent aujourd'hui notre intelligence biologique. Et dans un contexte, là j'ouvre évidemment la voie à la session d'après, dans une réflexion éthique qui est absolument indispensable. Merci. Recentrer notre débat un peu sur celui qu'on avait ce matin, sur l'importance de l'éducation et de la formation du public pour qu'il puisse avoir effectivement un avis éclairé et pas se laisser emporter par des accélérations médiatiques qui ne sont pas toujours... et qui ne sont absolument pas comprises, hein, voilà. C'est clair, pour la très grande majorité du grand public. Alors, quels sont... Pardon, moi, je vais vous poser une question avant qu'on lance le débat. Oui, parce qu'après, c'est Madame le maire, donc elle n'est pas arrivée encore. Non. D'accord. Vos liens avec les médias, est-ce qu'il y a des journalistes spécialisés, des vecteurs qui sont vraiment intéressés à la compréhension du sujet et à son partage avec l'opinion publique? Bien sûr. Ah oui, il y a des médias qui sont... je suis un habitué de la tête au carré de France Inter. Bien sûr. Et évidemment, heureusement, il y a des médias qui font leur travail, qui essayent de passer la bonne parole. Mais lorsqu'on est dans une conférence avec du grand public, ça reste encore très anxiogène, ces sujets. Et donc, il faut faire preuve beaucoup de formation et d'information pour remettre ça à sa juste place. Voilà. Et effectivement, d'avoir je dirais un impact très fort dans l'éducation supérieure en particulier, puisque même dans des grandes écoles de commerce, aujourd'hui, il n'y a absolument aucune... de temps en temps, une conférence, c'est tout, il n'y a vraiment pas de choses. Hein. Il y a quelques écoles, effectivement, qui le font. Et ça me semble indispensable pour que les jeunes, eh bien, ils comprennent quels sont les enjeux et l'impact que peuvent avoir ces technologies sur leur propre emploi. Hein, le marketing, je dis souvent dans ces conférences, le marketing de papa est mort. Et aujourd'hui, on a un marketing temps réel, drivé par les données et qui est prédictif, c'est-à-dire qu'on utilise du deep learning pour améliorer les analyses. Ceci dit, on constate quand même que ces temps-ci, ces derniers mois, il y a quand même une présence de convocations sur des conférences, des rencontres sur ces sujets-là, néanmoins. Que ce soit la CPU, que ce soit les grandes écoles, que ce soit demain les deux ministres. Même au Sénat. Hein. Même au Sénat.